À 8h19, pour l'interview politique, Sébastien Krebs, vous recevez Julien Bargeton, sénateur de Paris et porte-parole des sénateurs La République En Marche. Bonjour Julien Bargeton. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Le Sénat, dont vous faites partie, lance donc une grande consultation auprès de tous les maires de France avec un questionnaire qui leur est envoyé aujourd'hui. Initiative qui fait suite au drame de Signes. Que vont devenir ces questionnaires ensuite? Qu'allez-vous en faire ? Le Sénat a décidé de lancer ce questionnaire. C'est une initiative du président du Sénat et du président de la Commission des lois. Moi, je pense que sur un sujet comme le rôle des élus locaux en France, il faut prendre de la hauteur, viser à être au maximum consensuel. Il peut y avoir des différences, mais je pense que c'est un sujet qui mérite de travailler de façon pluraliste entre toutes les forces politiques du pays. Il y a un texte important qui arrive, qui est le texte Engagement et proximité, porté par Sébastien Lecornu, qui vise à faciliter l'exercice du mandat avant, pour diversifier les profils, aider à faire campagne, aider finalement aussi pour les gardes d'enfants, par exemple, pendant l'exercice du mandat, également pour mieux protéger les élus. On a vu avec le drame de Signes à quel point c'était important. Et puis, après le mandat, pour aussi permettre une reconversion professionnelle plus facile en renforçant la formation des élus. Donc c'est un texte qui va être débattu d'abord au Sénat, la Chambre des collectivités, et les remontées des maires pourront être intégrées à ce moment-là dans le débat, parce que je pense que nous devons réfléchir à la façon dont le pacte territorial, le pacte démocratique en France peut être revivifié. Est-ce qu'il faut, selon vous, une commission d'enquête, comme certains le réclament, pour examiner justement cette situation des maires, ces incivilités, ces difficultés à exercer leur autorité sur leur commune? Moi, j'ignore si ça justifie une commission d'enquête en tant que telle. En revanche, il faut regarder les chiffres avec précision. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hausses des incivilités contre les élus. 2019, c'est plutôt en retrait par rapport aux hausses de 2017 et 2018. Il y a sans doute une évaluation plus précise à faire, à mener entre les parlementaires, des instances de contrôle et puis le gouvernement, pour voir comment on peut documenter la réalité, le nombre de ces faits. Mais au-delà du contrôle, je crois qu'il faut surtout agir. Et agir, ce sera avec ce texte, prendre des mesures nouvelles sur les pouvoirs de police des maires, comment ils peuvent recourir à la force publique, comment on peut mieux les entourer, les protéger, parce que les maires, ce sont les piliers, les remparts de la République. Il faut protéger aussi ceux qui sont les protecteurs des Français. Alors ils entendent ce discours, mais un maire était à votre place à la même heure hier matin, le maire d'une commune rurale. Et voilà ce qu'il disait, il était temps, il aura fallu un drame pour que on s'y intéresse, pour qu'on découvre enfin, pour que les élus nationaux commencent à découvrir, là je le cite, la partie immergée de l'iceberg et la difficulté des maires à faire appliquer les lois de la République. Ils demandent de la considération, ces maires, qu'est-ce que vous leur dites ? Je ne crois pas qu'on l'ait découvert à l'occasion de ce drame qui nous a tous marqué, le décès de Jean-Mathieu Michel. Le grand débat national avait mis en avant l'importance des maires. Ils ont été écoutés, entendus, ils ont été des acteurs forts à ce moment-là parce qu'ils connaissent bien les difficultés du terrain. Par ailleurs, beaucoup d'élus nationaux ont eu à exercer un mandat local ou les connaissent. Donc il n'y a pas forcément cette coupure. Enfin, je rappelle quand même deux choses, c'est que nous avons mis un terme aux baisses de dotation, c'était la demande forte des élus locaux, 11 milliards de baisses sous le quinquennat précédent, et puis nous n'avons pas fait de grand bing-bang territorial. Vous savez, ces grandes réformes, il y avait eu des lois sur l'intercommunalité, etc. Et les élus souhaitaient plutôt une pause dans ces réformes très compliquées à mettre en œuvre. Et donc ça, c'est ce que nous avons fait. Bon, je sais bien qu'il y a cette demande de considération. Il y a ce texte qui va arriver, qui permet aussi de simplifier les normes, de simplifier les relations entre les communes et les intercommunalités. Donc, tout ce que pensent les maires, c'est l'occasion qu'ils le disent, qu'ils le fassent remonter et qu'on l'intègre dans ce texte qui va venir. Et puis un deuxième qui sera sur les collectivités locales en tant que telles, les collectivités locales, donc portées par Jacqueline Gourault. Mais ça, c'est au premier semestre de l'an prochain. Être maire au quotidien dans les petites communes, on le voit bien avec ces témoignages qui se multiplient, c'est un engagement absolument total. Et l'indemnisation en face est extrêmement faible. Le maire d'une commune de moins de 500 habitants touche à peine 650 € par mois. C'est moins de 1200 € pour ceux d'une commune de moins de 1000 habitants. À peine plus de 1600 pour les villes de moins de 3500 habitants. Et tout ça, c'est la très grande majorité des communes. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage démesuré quand on voit que les élus nationaux, comme vous, comme les députés, les sénateurs, touchent jusqu'à 6 000 € d'indemnité ? Il y a effectivement
un décalage surtout dans l'esprit des Français qui s'imaginent que les élus sont tous trop payés, alors que, vous l'avez dit, les maires ruraux le sont très très peu. Mais vous savez, le bon chiffre, ce serait 0 à force de dire les élus. Si on demandait aux Français, je crois qu'il ne faut pas non plus verser dans une démagogie facile. Mais sans tomber dans la démagogie, est-ce qu'il n'y a pas un rééquilibrage peut-être Un rééquilibrage ou en tout cas surtout une transparence. Je pense que ce qu'on ne sait pas assez, c'est la réalité des rémunérations dans notre pays. Par exemple, ça vaut aussi pour la haute fonction publique. Vous savez très bien qu'il y a des hauts fonctionnaires qui sont beaucoup plus payés que le président de la République ou qui sont beaucoup plus payés que les élus nationaux. Or, on ne connaît pas cette grille. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose à faire sur la réalité des salaires et des grilles. C'est-à-dire qu'on dise, ben voilà, le président de la République, il est payé tant, voilà combien est payé un élu national par rapport au président de la République, comment est payé un haut fonctionnaire et comment sont indemnisés des élus. Il y a sans doute un travail à faire de pédagogie, d'explication, parce que il faut bien aussi indemniser ces tâches. Vous savez, c'est un sacerdoce, c'est un travail qui est très souvent plus que au quotidien. Vous êtes appelé quand vous êtes un maire rural le samedi, le dimanche, la nuit. Et donc, il ne faut pas non plus verser dans une forme d'attaque tous azimuts, parce que après, ne nous étonnons pas si on a des maires qui ne souhaitent pas se représenter et si on a une difficulté pour finalement exercer ces mandats. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont obligés de mettre aussi leur activité professionnelle de côté et qu'on ne vit difficilement aujourd'hui avec 1 200 € ou 1 600 €. Non, mais être élu, c'est un honneur, mais ça ne mérite pas d'être cloué au pilori en disant vous êtes trop payé, etc. Je veux dire, les élus ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas non plus en dessous. En revanche, que la société se saisisse de ces questions pour dire ben voilà, c'est quoi être élu aujourd'hui ? Comment on fait pour faire garder ses enfants quand on a des réunions qui se multiplient avec la création des grandes agglomérations ? Comment on fait pour se former et pour reprendre une activité professionnelle ? On a des Français qui pensent que il faut limiter le cumul dans le temps, mais parfois qui réalisent des mandats, des maires pour 4 ou 5 mandats. Donc ça, c'est des questions qui sont posées et je pense que toute la société doit s'en saisir pour dire ben voilà, une démocratie moderne, notamment territoriale, c'est cela, et on va avoir 2 textes pour le faire. Moi, je me réjouis et que tout le monde y contribue. Et le débat donc à l'automne au Sénat sur cette loi sur le statut des élus. Parlons un peu des municipales, puisque vous êtes engagé dans la bataille pour Paris aux côtés de Benjamin Griveaux. Vous avez un temps envisagé de vous présenter vous-même avant de le rejoindre. Vous aviez été l'adjoint d'Anne Hidalgo. Pourquoi l'avoir lâché ? J'ai décidé de soutenir Emmanuel Macron. J'ai une différence très forte avec Anne Hidalgo, c'est qu'elle n'a pas vu ce dépassement des vieux clivages droite-gauche. Anne Hidalgo est restée dans les anciens schémas idéologiques et ça, c'est une première différence. La deuxième, c'est que elle n'a pas anticipé le score d'Emmanuel Macron à Paris, c'est-à-dire qu'elle était persuadée que finalement le centre de gravité politique des Parisiens n'a pas bougé. Et ça, c'est un défaut d'anticipation que je lui reproche. Et puis la troisième raison, c'est que sa majorité est très tirée par des Verts, qui sont quand même très à gauche à Paris, et les communistes, qui jouent un rôle très important. Et donc je pense que le centre de gravité de sa majorité municipale ne correspond pas à la réalité sociologique et aux aspirations des Parisiens. Parce que, à la fois pour des raisons qui lui appartiennent à elle, Anne Hidalgo, elle est encore dans ce vieux schéma idéologique, et puis elle a affaire avec une majorité très éclatée et dont finalement il y a une coupure avec la réalité de ce qui pourrait être une approche plus centrale, me semble-t-il, à Paris. Alors il y a Anne Hidalgo, il y aura évidemment Benjamin Griveaux, et il y en a un autre qui se pose un peu la question, c'est Cédric Villani, écarté de l'investiture La République En Marche, et qui laisse planer le doute. Il réfléchit à une éventuelle candidature en indépendant. Qu'est-ce que vous lui dites ? Est-ce que vous avez des contacts avec lui ? Nous souhaitons le rassemblement, parce que le rassemblement est le gage de l'efficacité pour réussir. Cédric Villani, eh bien, c'est à lui qu'il faut poser la question sur ce qu'il veut faire. C'est une menace pour Benjamin Griveaux si jamais il se présente ? Non, mais il ne faut pas réfléchir en termes de menace. Il faut être toujours en politique, vous savez, en positif. Il faut convaincre, et convaincre davantage que les autres, que le projet qu'on porte, que la vision qu'on incarne est plus pertinente et meilleure parce qu'elle correspond à ce que souhaitent aujourd'hui les Parisiens, d'un espace public mieux ordonné, mieux régulé sur la propreté et la sécurité, d'une écologie mais efficace, moderne, qui soit pragmatique, et puis de
une vision de la solidarité tournée sur la lutte contre les solitudes à Paris, et puis remettre aussi de l'attractivité dans le Grand Paris en termes économiques ou de logement, etc. Donc c'est ça que nous portons, nous, autour de Benjamin Griveaux. On a le sentiment qu'il a quand même du mal à rassembler aujourd'hui, Benjamin Griveaux, autour de lui. Benjamin Griveaux a lancé un meeting le 18 juillet. C'était une date parfois compliquée où il y a eu plus de 1000 personnes. Il a le soutien et la légitimité du mouvement. Donc nous souhaitons le rassemblement, mais pour se rassembler, il faut être deux. Il appartient à Cédric Villani de faire son choix, de dire ce qu'il en est. Il le dira, je crois, à la rentrée. Il envoie des signaux sur une probable candidature. Mais encore une fois, c'est à lui qu'il appartient d'y répondre. Et puis, nous souhaiterons jusqu'au bout que la porte soit ouverte de notre côté pour rassembler au maximum. Une dernière question, Julien Bargeton. Le navire humanitaire Ocean Viking, c'est le nouveau bateau de l'ONG SOS Méditerranée, a secouru 356 migrants ces derniers jours au large de la Libye et cherche un port sûr pour débarquer. L'Italie a fermé ses ports, Malte également. Est-ce que la France doit accueillir ce bateau ? Vous savez, la France accueille beaucoup. À chaque fois qu'il y a eu ces bateaux, la France a pris une partie des migrants qui étaient concernés. Nous ne pouvons pas tomber dans le piège italien, parce que c'est un piège démagogique, facile qui est tendu. Ce n'est pas à M. Salvini, ce populiste démagogue, de dicter ses lois en Europe. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ce soit au niveau européen que ces sujets soient traités. À chaque fois que la question s'est posée, la France a accueilli, elle continuera à le faire parce qu'il est inadmissible que la Méditerranée soit ce cimetière marin scandaleux, mais en même temps, il faut aussi être tout à fait réaliste et pragmatique. C'est à l'Europe de répartir les quotas de migrants en fonction de la capacité d'accueil des pays, et puis de modifier sans doute son droit maritime et son droit d'accueil. Ne tombons pas dans tous les pièges qui sont tendus. En revanche, la France est toujours conforme à ses valeurs de solidarité, d'accueil. Mais ça sous réserve que d'autres pays en prennent également. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. La répartition doit être juste, elle doit être conforme à la fois à nos valeurs et à la réalité des possibilités des différents pays européens. Merci Julien Bargeton d'être venu ce matin dans le studio d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes sénateur de Paris, porte-parole des sénateurs La République En Marche. Bonne journée.